Salut YouTube! On est jeudi le 20 septembre, il est presque 5 h du soir. Puis je viens d'écouter la vidéo Alisandre Nadeau sur YouTube. Celle-là ici, qui s'appelle Ma plus grande blessure. Je suis à mon plus naturel, je viens de me teindre les cheveux, puis là sont trompe, je viens de les laver. Je suis en camisole de sport, en pyjama, pas maquillée. La lumière allumée parce qu'il fait noir dans mon bureau vu qu'il est 5 h, dans une pièce super éco. Mais en écoutant cette vidéo, ça m'a fait réaliser qu'il n'y aurait jamais de bon moment, ni de façon de faire. Pour dire les vraies affaires, c'est mieux d'y aller quand on le sent, plutôt que ce soit stagé avec un texte. Parce que oui, j'avais prévu en parler, j'avais fait un texte dans mon cahier de notes, j'avais écrit ce que je voulais dire, j'avais écrit comment j'allais le dire, pour que ça soit facile. Mais lire ce qu'il y a sur une feuille, ça représente pas vraiment comment on se sent nécessairement. C'est plus de l'information que des feelings. Ah, mes cheveux me tannent, sont tout trempés, c'est frais. Fait que, ouais, elle parlait des maladies mentales. Les maladies mentales, c'est quelque chose qui touche vraiment plus de monde qu'on pense. Puis le monde sont souvent gênés ou ils assument pas, ils acceptent pas. Fait que c'est vraiment difficile d'en parler. Mais tu sais, dans le fond, si quelqu'un a un bras cassé ou qu'il y a le cancer, est-ce qu'on va le blâmer? Non, c'est la vie. Ben, c'est pareil pour les maladies mentales. Ça sert à rien de genre juste pas y penser, essayer de l'oublier, pas le dire à personne, le garder en secret en espérant que ça va aller mieux parce que ça va jamais rien changer puis ça l'aidera vraiment pas. Donc, ouais. À l'âge de 16 ans, ma vie a vraiment commencé à être chaotique. Mes parents pensaient que je faisais une dépression, ça allait vraiment pas à l'école, j'allais plus à l'école. J'étais vraiment impliquée dans mon bal de graduation, j'ai lâché les 7 comités que j'étais dedans. J'ai arrêté d'aller à mon soccer, j'ai arrêté tout. Je voulais plus voir personne, je répondais plus à mes messages textes. Je passais le plus clair de mon temps dans ma chambre, dans mon lit. Ça a duré environ un an, presque. Puis là, mes parents ils pensaient que j'étais juste en dépression puis que ça allait passer. J'avais même été consultée puis ils m'avaient donné 35 mg de pilules antidépresseurs, ce qui est une dose d'adaptation et non une dose efficace. Donc, genre, dans le fond, ils prenaient pas ça au sérieux. Puis j'ai été maltraitée parce que les docteurs physiques, tels que les urgentologues, etc., n'ont pas la formation nécessaire pour ce qui est mental. Il faut vraiment avoir des psychologues et des psychiatres parce que eux ils ont les outils puis eux ils comprennent. Les autres, si tu vas à l'urgence ou quoi que ce soit, eux ils comprennent pas. Ils n'ont pas été formés pour ça puis ils savent pas comment te prendre. Puis ça je l'ai découvert au fil des années. J'ai rentré au moins de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Je dois avoir rentré au moins 50 fois à l'hôpital en crise, mais en crise existentielle, en leur disant qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, là, que ça n'avait pas de bon sens, que s'ils ne m'aidaient pas, j'allais revenir les pieds par en avant parce que ça allait pas bien. Puis ils n'ont rien fait. Ils m'ont mis sur une liste d'attente en psychiatrie. Quelle est la liste d'attente? C'est de 1 an à 2 ans. Donc 12 à 24 mois pour se faire évaluer et non pour avoir un suivi. Ce qui est vraiment pas normal. Je comprends que c'est contingenté, puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles, mais il faut que ça change, ça n'a pas d'allure, ça peut pas continuer comme ça. Les gens qui se suicident, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils n'ont pas l'aide nécessaire. Puis je le sais. Donc, l'avant-dernière fois que je suis allée à l'urgence, j'ai directement dit, genre, fais quelque chose parce que la prochaine fois que je reviens, c'est en ambulance et inconsciente. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai fait ma première tentative de suicide. Je savais pas comment m'y prendre. J'ai fait ce que je pensais qu'il allait marcher. Mais il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance, puis les polices, qui ont défoncé chez nous parce que j'avais barré la porte, je voulais pas que personne rentre. C'était comme une chaîne. Ils ont arraché la chaîne, ils ont rentré, puis ils m'ont envoyé en ambulance. Puis déjà là, eux, ils te prennent pas au sérieux. Les ambulanciers te prennent pas au sérieux. Puis les gens de l'urgence te prennent pas au sérieux parce que c'est une tentative pour attirer l'attention. Ça devrait pas être géré comme ça. C'est tellement stupide. Moi, je comprends pas. Comment qu'une personne qui est mal en point, au point d'essayer de se suicider pour pas avoir à affronter la vie
est traitée comme ça, genre. Tu veux de l'attention, on s'en fout, genre, on a d'autres choses à faire. Je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher, ça n'a pas d'allure. Ils savent pas comment que ça se passe dans notre tête. Si on est rendu là, à ce point-là, c'est parce qu'il faut faire quelque chose, là. C'est pas pour attirer l'attention, c'est parce qu'on n'en veut plus d'attention, tu sais. Puis j'ai passé 24 heures à l'urgence. Puis après ça, j'ai été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'en Abitibi, il y a un hôpital juste psychiatrique à Malartic. Dans mon village naissant. Je suis née là, en tout cas, bref. Fait quoi, j'ai été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique pendant 5 jours. Mes parents étaient dans le sud. Puis j'avais choisi mon moment. Tout était préparé. J'avais choisi mon linge pour mon enterrement. J'avais rédigé mon testament. J'avais rédigé des lettres aux personnes à qui je voulais en laisser. Puis j'avais fait exprès de faire ça pendant que mes parents étaient dans le sud parce que je voulais pas qu'ils viennent identifier mon corps. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne identifier ton corps quand tu te suicides. Puis je voulais pas que ça soit mes parents. Fait que je me suis arrangée pour le faire pendant qu'ils étaient dans le sud. Fait que finalement, après 5 jours passés en hôpital psychiatrique, 3 psychiatres différents, dont une qui me dit que mes problèmes sont trop graves, qu'elle peut pas m'aider. L'autre qui me dit remets tes souliers puis regarde en avant, ça va bien aller. Puis l'autre qui me dit je peux pas te prendre parce que je suis déjà le psychiatre de quelqu'un dans ta famille. Parce que un psychiatre ne peut pas traiter 2 personnes de la même famille proche. Puis ma mamie était déjà suivie par ce psychiatre-là. Parce que tu sais, c'est un petit village dans l'article, là. Fait que là, c'est ça. Ils m'ont laissé sortir de l'hôpital en me prescrivant des antidépresseurs. Puis merci, bonsoir, la vie est belle. J'avais un suivi, plus ou moins. Je voyais mon psychiatre 15 minutes par mois environ. Puis j'allais voir une psychologue qui m'apprenait vraiment rien pour... Je m'excuse, je suis vraiment désolée envers tous les psychologues, mais moi, ceux que j'ai pognés m'ont absolument pas aidé. Ils faisaient que me faire radoter, puis trouver des bébites où il n'y en avait pas. Ça m'a vraiment pas aidé. Mais je suis sûre qu'il y en a des super bonnes, super qualifiées, c'est juste que moi, j'ai pas tombé sur les bonnes personnes pour moi, fait que j'ai juste arrêté mon suivi psychologique parce que ça ne m'aidait vraiment pas. Donc, s'en est suivi. Le jour que je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, il y avait juste mon frère qui le savait parce que je l'avais appelé pour qu'il aille me chercher des vêtements. Parce que quand je suis rentrée là, j'avais des leggings, une paire de bobettes, une brassière, un gilet puis 2 bas. Les 2 premiers jours, j'ai eu le droit à rien. J'avais un lit vissé sur le plancher, un matelas en forme, un drap, une couverte puis une oreiller, pas de tête d'oreiller. Pas de porte de salle de bain dans ma salle de bain. Puis ma porte barrée, si je la fermais, elle barrait. Puis j'étais en jaquette d'hôpital avec des bas, des pantoufles bleues. Là. Parce que ça, c'est la cellule de crise. Il enlève tout ce qui pourrait être dangereux pour toi, dans le fond. T'as même pas de miroir parce que d'un coup que tu le casquais, tu pourrais te couper les veines avec, mettons. Fait que ça, c'est vraiment la haute surveillance. Puis moi, j'étais là, mais dans les dernières journées, j'allais aller voir mon psychiatre tous les jours. Ben, celui de ma grand-mère, en fait. Parce que quand t'es hospitalisé, tu peux rencontrer un psychiatre pour faire ton évaluation, voir si t'es apte à sortir ou pas, etc. Puis là, après 2 jours, j'ai eu le droit de remettre mes vêtements, mais c'était des vêtements sales. Fait que j'avais juste un kit de vêtements sales. Fait que c'était vraiment pas la joie. Fait que j'ai appelé mon frère. J'ai demandé de venir me rejoindre à l'hôpital. Il comprenait pas vraiment. Puis quand il est arrivé, il a fallu que je lui explique pourquoi j'étais là. Puis ça a vraiment été dur. De dire pour la première fois à haute voix que je voulais pas vivre. Que vivre c'était trop difficile et que j'étais pas capable d'affronter ça. Bref. Ça en a suivi que je lui avais donné mes clés d'appartement pour qu'il aille chercher des vêtements pour qu'il me rapporte parce que je savais pas quand j'allais avoir le droit de sortir de l'hôpital. Fait qu'il m'a dit qu'elle allait le lendemain puis venir me porter durant les heures de visite. Donc le lendemain, finalement, je rencontre un autre psychiatre le matin là, qui m'avait dit de mettre mes pieds dans mes souliers. Là. Puis il m'a juste signé un papier que je pouvais sortir de l'hôpital puis que tout était correct en me prescrivant des antidépresseurs. Puis là, il m'avait pas encore donné un suivi, il m'avait juste prescrit des antidépresseurs. Donc je suis sortie de l'hôpital
à pied. Ma voiture, elle était pas dans ce ville-là, j'habitais pas là, il était venu me porter. J'avais pas d'argent sur moi, j'avais pas ma sacoche sur moi. La seule affaire que j'avais, c'était mon cellulaire, mes clés. Non, même pas, c'est mon frère qui avait mes clés. J'avais mon cellulaire, j'avais même pas mes clés. J'avais rien partout. Fait que là, je dis, je vais aller chez mon frère, chercher mes clés, puis il va venir me porter chez nous. Mais quand je suis arrivée chez mon frère, il était pas là. Puis la porte était barrée. Moi, j'ai pas de clé, j'ai pas rien. Je peux pas aller chez mes parents. J'ai même pas de clé pour la porte. Je pensais qu'il était encore dans le sud. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis comme perdue, tout seul, sans clé, sans argent, sans rien. Fait que là, je me suis dit, je vais aller chez ma mamie. Ma mamie, elle habite à une rue de chez mon frère. Donc, je suis allée chez ma mamie. En arrivant chez ma mamie, j'avais un petit sac avec mes effets personnels. Je rentre là, je vois ma mère assise à table. Ma mère était revenue du sud. Je pensais qu'elle arrivait juste le lendemain. Quand j'ai vu ma mère, ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce que ma mère, elle a travaillé longtemps en prévention suicide, pendant 8 ans. Puis j'ai tellement tout fait pour y cacher. Puis je savais qu'elle allait se sentir mal là-dedans. Fait que là, bref, j'ai rien dit, on n'a rien dit. Je suis juste partie avec ma mère, on est parti en auto. Parce que je voulais aller chez moi. Puis chercher mon chien, qui était... Il se faisait garder chez mon ex, parce que j'avais appelé mon ex pour qu'il aille le chercher chez nous. Fait que je suis montée, je suis allée chercher mon chien, c'était la première chose que je voulais faire, aller chercher mon chien. Puis après ça, on est allé chez moi. Puis ma mère m'a demandé qu'est-ce que je faisais, c'était quoi qui se passait, parce que j'avais encore rien dit. Fait que je voulais que je lui explique elle aussi que j'avais essayé de mettre fin à mes jours parce que j'aimais pas la vie, puis que j'étais pas capable de continuer, puis que la vie c'était trop dur. Finalement, ça a été un choc. Mes parents, il a fallu qu'eux aussi rencontrent un psychiatre. Ils ont été en arrêt de travail, les deux. Ma mère pendant 1 mois, mon père pendant 4 mois. Parce que ça leur a trop fait un choc émotif que j'essaye de mettre fin à mes jours. Parce que quand quelqu'un t'aime, te dit, genre j'aurais pu mourir il y a 4 jours, c'est dur à encaisser, puis je comprends. Donc pendant 1 mois de temps, ma mère elle a vécu chez nous, dans mon appartement avec moi puis mon chien. Puis ça s'est passé comme ça les premiers mois. Puis elle venait avec moi à tous mes rendez-vous chez la psychologue qui menait absolument rien. Puis elle harcelait le psychiatre de ma mamie. Elle appelait à tous les 2 jours, 3 jours, à tout le temps, elle laissait des messages pour qu'il me prenne malgré que c'est lui qui suivait ma mamie parce que les 2 autres, je voulais rien savoir. Je voulais pas qu'ils me suivent parce que je m'entendais pas avec eux, puis c'est vraiment important que tu t'entendes bien avec ton psychiatre parce que si tu t'entends pas avec et tu lui fais pas confiance, ça va être inutile parce que tu lui diras pas les vraies affaires. Donc, finalement, après que ma mère ait harcelé ce psychiatre-là, il a accepté de me suivre. Donc, j'avais des rendez-vous, comme je vous disais, à tous les mois d'environ 15 minutes. Puis, on essayait des médicaments pour voir si ça marchait. Des antidépresseurs, des pilules pour les nerfs, des pilules pour dormir, des pilules pour me réveiller. Une tonne de pilules. J'ai même une photo que je peux vous insérer de mes pilules que j'avais à prendre à chaque jour maintenant. Il fallait que je prenne ça à tous les jours pour faire des tests, voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Plusieurs mois après, j'étais dans le même feeling, c'était pareil, rien n'avait changé dans le fond. La seule affaire, c'est que maintenant, le monde le savait que j'allais pas bien. Mais rien n'avait changé, c'était pareil, je me sentais pareil. Fait que cette fois-là, j'ai fait ma 2e tentative de suicide. Puis, j'ai passé 4 jours aux soins intensifs entre la vie et la mort.
Parce que mon ex, qui était mon ami à l'époque, il est arrivé chez nous, puis il s'inquiétait parce que je lui avais demandé qu'il vienne chercher le chien le lendemain. Puis il comprenait pas pourquoi, puis j'y répondais pas, fait que... Il est venu chez nous, il a défoncé la porte, il a arraché le cadrage de porte pour pouvoir rentrer chez nous. Puis il est arrivé juste à temps. J'avais tout prévu encore. Mon testament, des lettres, les fleurs que je voulais à mon enterrement, les photos que je voulais à mon enterrement, quel cercueil je voulais, qu'est-ce que je voulais mettre dans mon cercueil. Tout était planifié. Tout. Si mon meilleur ami, mon ex-meilleur ami qui est mon ex, bref, il serait pas arrivé ce jour-là, défoncer la porte, puis il aurait pas appelé le 911, je serais morte. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, mon cœur était sur le point d'arrêter. Mon Kodak est coupé. C'est la deuxième fois que j'ai essayé de me suicider. J'ai été encore hospitalisée à la même hôpital après mes 4 jours aux soins intensifs parce que mon cœur était trop instable puis qu'il y avait des chances qu'il arrête n'importe quand. C'est qu'après 4 jours, 3 intraveineux, j'en avais dans les 2 bras, tout plein de suces partout sur le corps puis des machines partout pluguées sur moi. Mon état s'est stabilisé. Donc quand on est instable, ils peuvent pas te carter à l'hôpital, fait qu'ils m'ont transféré encore à l'hôpital psychiatrique de Malartic. Cette fois-là, j'ai passé 6 jours, je pense. Puis c'est à partir de là qu'ils m'ont vraiment pris au sérieux. C'est malheureux de passer autant proche de la mort juste pour te faire prendre au sérieux par des docteurs. Et c'est pour ça que je dis que le système de santé mentale est vraiment mal fait. Donc, je coule partout. Donc après tout ça, j'avais un suivi plus long, plus rapproché, à tous les 2 semaines. Puis on a fini par mettre des mots sur ce que j'avais. Puis même encore aujourd'hui, presque 2 ans, non, 1 an et demi plus tard environ, c'est pas encore clair ce que j'ai. J'ai des médicaments qui stabilisent mes humeurs. J'ai des médicaments pour dormir, ce qui m'aide à me maintenir plus ou moins stable. Mais on sait pas encore exactement c'est quoi que j'ai. Pour l'instant, ce qu'on a trouvé que j'avais, j'ai cité des AH sévères. J'ai fait de l'anxiété chronique. Je suis à la limite de l'agoraphobie. J'ai un trouble de personnalité limite. J'ai un trouble de personnalité narcissique. J'ai le syndrome de l'imposteur. Puis, je suis peut-être bipolaire. Mais là, je suis déménagée à Gatineau depuis février, donc je n'ai plus de suivi avec mon psychiatre de l'Abitibi. Fait que ça fait depuis février que j'ai pas vu de psychiatre. Fait qu'on est encore au questionnement à savoir si je suis bipolaire ou non. Mais à partir de la 2e semaine d'octobre, je vais avoir un nouveau suivi avec une psychiatre ici. Parce qu'il a encore fallu que je sois sur des listes d'attente, malgré que mon psychiatre m'avait fait une requête marquée urgent à suivre dans les 3 mois suivant son déménagement. Ça a pris quand même mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois au lieu de 3. Malgré qu'il était marqué urgent sur mon dossier, malgré qu'il était marqué de me prendre en charge avant 3 mois. Donc vous voyez à quel point c'est mal organisé. Mais ouais, j'ai tout ça. Donc je vais faire une partie 2, sûrement, pour vous expliquer mon trouble le plus important, qui est le trouble de la personnalité limite. Parce que juste dit de même, ça a l'air bizarre, mais il y a tellement de choses que ça l'englobe, là, c'est fou. C'est fou. Donc ouais, j'ai des maladies mentales, mais ça fait pas de moi qui je suis, ça fait pas de moi ce que je vais être. Il y a la maladie, mais il y a moi. Je suis pas la maladie, puis elle est pas moi. Faut vraiment faire la différence. Puis je vous encourage, si vous allez pas bien, appelez SOS Suicide, appelez tel jeune, appelez.
votre ami, votre mère, quelqu'un. Faut pas que vous restez seul parce que ça va juste être pire. Puis un jour, ça va finir par s'arranger. J'ai hâte à ce jour-là. Parce que même moi, après tout ce cheminement-là, je suis encore instable. Je prends des énormes doses de médicaments. Par jour, je prends 300 mg d'Effexor, 150 mg de bupropion, puis 100 mg de Seroquel. Mon psychiatre me dit que c'était une dose de quelqu'un qui pèse 500 livres. J'en pèse 165. Puis c'est encore nébuleux. Donc ouais, c'était ça mon histoire. Puis je vous invite tout le monde qui ont des histoires semblables à faire une vidéo, à en parler, parce que c'est en parlant qu'on va normaliser la chose. C'est en parlant que ça va devenir normal et que ça sera moins tabou. Je fais pas ça pour avoir de la pitié, cette vidéo-là. Si vous voulez me donner de la pitié, pour vrai, commentez juste pas, parce que ça sert à rien. On n'a pas besoin de pitié. On est comme ça, on est comme ça. Faut juste apprendre à vivre avec soi-même. Puis essayer de trouver des beaux côtés à la vie, même si c'est vraiment difficile. Puis que c'est un travail de tous les jours. Sur ce, je vous invite à laisser un commentaire. Pour vous aussi, si vous avez besoin de parler, je suis là. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions ou vos questionnements ou à partager avec moi. Si vous aussi vous avez des maladies mentales, parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait être gêné d'avoir, ni qu'on devrait cacher. Parce qu'au contraire, les gens, lorsqu'ils sachent qu'on a un trouble et qu'ils sachent c'est quoi le trouble, c'est plus facile pour eux de comprendre comment vous agissez. Puis comprendre pourquoi vous êtes comme ça, puis pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que s'ils ne savent pas, vous allez perdre énormément de gens dans votre vie. Parce qu'ils vont juste penser des choses négatives de vous, alors que c'est même pas vous, c'est la maladie qui contrôle ça. Donc ouais, c'était mon histoire. À suivre. J'ai hâte de voir ma nouvelle psychiatre. J'espère que je vais bien m'entendre avec elle. Donc c'est ça. Je vais vous faire une vidéo prochainement, comme je vous disais, sur le TPL, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, les intimes, le TPL. Sur le TPL, puis c'est quoi que ça consiste. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Lisandre, je vais la mettre en barre d'infos. Bye!